Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Question d'Homme. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet La féminisation de l'homme. ou comment les hommes sont devenus des fragiles. Pour rigoler. Nous rigolons, nous plaisantons. Jamais avec ce sujet. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur également. Et tout de suite la définition. Le Larousse, il dit quoi ? Atténuation chez l'homme des caractères sexuels secondaires masculins, suivi de l'apparition de caractères sexuels secondaires féminins. Mais le plus intéressant, je crois que c'est le point de vue de la sociologie. Ce qu'on dit la sociologie, c'est la féminisation est un phénomène sociologique visant à donner un caractère féminin à quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est très intéressant, l'aspect sociologique qui, selon moi, est totalement en accord avec le conditionnement d'une société. Contrairement à d'autres personnes, je nommerai pas les féministes. On va pas dire que c'est la faute des femmes, c'est elles qui l'ont voulu. Alors c'est juste très très simple à comprendre pourquoi la société décide de féminiser l'homme. Tout simplement parce que la plus grande consommatrice ou le plus grand consommateur est une femme. Donc l'idée est d'avoir plus de consommateurs. Le capitalisme souhaite avoir beaucoup plus de consommateurs. Qui dit plus de consommateurs dit plus d'argent. Donc le concept, c'est supprimer la nature profonde de l'homme pour le transformer en une consommatrice. On s'explique. L'idée, c'est de féminiser l'homme pour qu'il consomme plus. Alors, le souci, c'est que c'est en train de fonctionner en fait. Ça marche vachement bien leur concept. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une société de fragile en fait finalement. On transforme l'homme, on lui ponctionne sous toute sa masculinité. Finalement, on le voit par même nous qui aimons bien les sapes, on le voit par les habits, mais par les produits pour prendre soin de soi, etc., etc. T'as d'autres exemples concrets sur ça ? Comment la société féminise oui, bien l'homme. sûr. Avant ça, je veux dire, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Parce que je pense que certains je vous vois arriver à 3 km, vous allez commencer à nous dire oui, mais il n'y a pas de mal à prendre soin de soi, de s'habiller, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. On soit clair, c'est bien de prendre soin de soi, c'est bien de pouvoir s'acheter plein de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, essentiellement, comment fonctionne la nature humaine. La nature exacte de l'homme. Je vous invite à regarder d'autres chaînes. Comment les femmes fonctionnent tout simplement. Donc à partir du moment qu'on arrive à rentrer dans de la consommation est dirigée de manière émotionnelle. C'est-à-dire quand on arrive à avoir des pulsions d'achat, ce qui n'était pas le cas de l'homme, j'ai de ça peut-être 15 ans, 20 ans. Ouais, ou peut-être même un peu plus. Ouais. On arrive dans une période où on veut faire partie de certaines communautés, on veut avoir tel type de maison, on veut avoir tel type de fringues, on va prendre les derniers produits de beauté pour le visage, les gommages, etc. C'est une chose qui n'avait pas autant d'importance que ces dernières années. On est bien d'accord ou pas ? Oui, on est d'accord. Juste au passage, petit tuto beauté en audio. Savon noir, bicarbonate de soude. C'est tout ce dont vous avez besoin en réalité. Savon de Marseille, pardon. Voilà, c'est fin de l'histoire. Avec ces 3 produits-là, vous refaites votre visage, votre corps, votre lessive, l'entretien de votre maison, etc., etc. Un grand spécialiste. Donc tout ça pour vous dire que finalement, dans la construction de la féminisation de l'homme, on pourrait dire entre guillemets, mais on va pas rentrer dans ce débat-là du féminisme. Derrière, la plupart du temps, il y a des hommes. Et les hommes, c'est le grand capital. Donc pourquoi on a voulu traiter de ce sujet, de la féminisation de l'homme ? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus à travers les séries, notamment c'est quelque chose de probant, on peut dire. Ouais. Dans la manière d'aborder, dans le manque de virilité, ce qu'on pouvait appeler de la virilité. Il y en a certains qui vont associer la virilité à être un macho. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire. Nous, ce qu'on va... comment je pourrais dire ça De toute façon, la virilité a vraiment à plusieurs visages, en fait. La virilité, c'est pas forcément la brute. C'est pas forcément le mâle alpha... grand, musclé, machin. Oui, mais le mâle alpha, c'est pas forcément les mecs les plus musclés. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Quand on parle de virilité, chacun pose
la définition est la même, mais chacun pose son image et sa projection de la virilité. C'est sûr qu'un homme viril il y a 50 ans, c'était pas un homme viril aujourd'hui en fait. Il y a quand même des choses qui reviennent. Ce qui est important, je pense que c'est surtout dans des traits de caractère plus que physique. Je pense que c'est dans sa posture. C'est-à-dire dans sa prise d'initiative, dans sa prise de décision, dans sa posture. Donc qui il est et comment il assume d'être. Surtout. Exactement. Donc c'était à ça qu'on allait associer la virilité. Maintenant, ce qu'on nous apprend, derrière un homme, on va l'apprendre à penser, à réagir à travers ses émotions. Ce qui n'était pas sa fonction de base. À partir du moment où on laisse les émotions prendre le dessus, et répondez-moi à cette question, est-ce que la plupart du temps, on prend les meilleurs choix ou on agit de la meilleure façon face aux situations? La meilleure façon de se planter sur tous les plans de l'existence, je pense, c'est de prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Faites le test. De toute façon, vous l'avez déjà fait, c'est sûr. Réfléchissez à toutes les pires décisions que vous avez prises dans votre vie. Ça a toujours été lié sur le coup d'une émotion. Je prends le cas, que je connais bien, par exemple, sur l'immobilier. Il n'y a pas un achat plus catastrophique qu'un achat qui se fait sur l'émotion. Après, à moins d'un gros coup de chance, mais par exemple, quelqu'un qui achète parce qu'il a ce qu'on appelle un coup de cœur, lui, il est déjà mort dans le game. Il sait qu'il a payé son bien déjà beaucoup plus cher que ce qu'il vaut. Et parce qu'il n'a pas eu assez de recul. Il n'a pas eu de recul. Il a acheté à chaud. Il a acheté sur le coup de l'émotion. Tout ça pour dire que jamais prendre une décision sur le coup de l'émotion. Que ce soit par exemple parfois vous avez un coup de chaud, où vous êtes prêt à vous battre avec quelqu'un, c'est parce que vous êtes débordé par une émotion. Donc si on prend le côté un petit peu plus thérapeutique, on va dire plus technique sur l'émotion, ce que ça conduit chez chaque individu, on va prendre le cas de colère. C'est pas pour dire qu'une émotion c'est quelque chose de négatif, hein, loin de là. C'est comprendre comment ça agit chez l'individu. Une émotion, en fait, c'est quelque chose d'instantané. Ça a des réactions chimiques, etc. dans le corps. Et on va pas employer des termes techniques ici. Mais c'est pour vous dire, par exemple, si je prends l'exemple de la colère, qu'est-ce que la colère génère chez chaque individu? Même une peur. Généralement, ça va provoquer quelque chose d'instantané et quelque chose qu'on va ressentir même physiquement. Donc, ce qui va nous faire agir directement. Et pas peut-être de la meilleure des façons. Donc des fois, ça va être bien d'avoir, parce qu'on va avoir besoin de réagir. Mais ce qui va être le plus important encore, ça va être de comprendre ce qui se passe chez nous. Si on comprend ce qui se passe chez nous, on va pouvoir prendre la meilleure décision. Sur ces belles paroles, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.